cette édition spéciale du 21e siècle. 115 îles dans l'océan Indien. Les Seychelles, paradis touristique et havre pour les poissons. Mais pour combien de temps? Il y a eu une augmentation de la température de l'océan. On se retrouve avec des coraux morts. Sauver leurs récifs de coraux et leur avenir pour les futures générations. Le monde produit plus de 300 millions de tonnes de plastique chaque année. Presque tout le plastique jamais produit est encore sur la planète, sous une forme ou une autre. Il recouvre nos terres et nos océans, comme une maladie. Il faut se demander si on mérite vraiment ce magnifique océan qui nous a été confié. C'est une industrie qui pèse 5 milliards de dollars par an et le moteur économique de dizaines de petits États insulaires. Mais pour combien de temps? Je suis un insulaire du Pacifique moi-même. Je voudrais poser une question. La prochaine génération pourra-t-elle profiter de cette industrie comme nous le faisons? Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Entourés par plus d'1 million de kilomètres carrés d'océan Indien, les habitants des Seychelles dépendent complètement de la mer. Mais le changement climatique les menace. Ils doivent se battre pour la survie de leurs récifs de coraux et de tout ce qui en dépend. Les croisés du corail en première ligne. Aux Seychelles, les ressources que nous avons sont les ressources marines. C'est tout ce que nous avons, vraiment tout. Et nous en dépendons pour tout, que ce soit les activités économiques, le tourisme ou les pêcheries. Sans ça, nous n'avons rien. J'ai réalisé l'importance de préserver l'océan en grandissant. J'ai compris la relation entre la population des Seychelles et l'océan, l'écosystème marin. Car nous dépendons de la mer pour manger. La plupart de nos aliments viennent de là. J'ai compris combien c'était important de la protéger. Tout est relié à l'océan. Notre alimentation vient de l'océan. Notre protection, notre climat, la météo est le résultat de processus dictés par l'océan. Donc, tout ce que nous faisons est lié, d'une manière ou d'une autre, à l'océan. Ça fait partie intégrante de notre vie. Nous n'avons que 454 km² de terre, mais plus d'1 million de km² d'océan. Alors, il faudrait appeler les Seychelles un État océanique. L'économie des Seychelles est basée sur les pêcheries et le tourisme. Ce sont les moteurs de notre économie. Les coraux abritent de nombreuses espèces, des macro-invertébrés, des poissons, mais ils permettent aussi des activités économiques, comme la plongée, tout en protégeant le littoral. Il y a eu une augmentation de la température de l'océan, et cela a eu un impact sur les nouveaux coraux. Ils sont blanchis, puis on les perd. On se retrouve avec des coraux morts. Lorsque le corail blanchit, on peut observer les coraux blancs. Et une fois morts, ils sont généralement envahis par les algues. Les ressources et les activités liées aux récifs de corail sont donc perdues.
La plupart des défis à relever dans notre pays sont liés au changement climatique. Les récifs plus proches des îles intérieures souffrent le plus de l'impact humain. Ces récifs risquent de disparaître plus rapidement. On voit que les pêcheurs sont obligés de partir plus loin et plus longtemps pour attraper la même quantité de poissons. Le prix grimpe et les gens doivent payer plus. C'est triste. Je travaille actuellement sur l'initiative d'aménagement de l'espace marin des Seychelles. Le plan vise à faciliter la préservation de notre industrie de pêche et notre secteur touristique de manière durable pour que nous puissions compter sur ces ressources économiques pour les générations à venir. Si vous avez les bonnes zones protégées, ça minimisera l'impact non seulement sur notre biodiversité, mais aussi sur notre économie et sur la population des Seychelles. Nous organisons des activités de plongée pour collecter des données sur les récifs de corail et s'assurer que la gestion des zones protégées des Seychelles est efficace. Nous examinons l'état des coraux, surtout avec des phénomènes comme le blanchiment. Nous regardons les coraux, nous les mesurons, nous examinons les recrues et les macro-invertébrés. L'idée est d'utiliser ces données pour voir les effets des différentes activités sur les récifs. Les maladies, la pollution, surtout dans les zones protégées, mais aussi en dehors. La cartographie du récif montre les changements. Une longue période de température très élevée ne permet pas aux coraux de récupérer. Donc, ça a un très grand impact sur les ressources marines des récifs. Nous avons lancé un projet de restauration du récif de corail avec différentes approches, en utilisant des coraux plus résilients, en les cultivant pour ensuite les remettre sur les récifs. La SNPA est un partenaire clé, pas uniquement parce que c'est l'organisation chargée de la gestion et la protection des zones marines protégées, mais aussi parce qu'ils ont plusieurs programmes de surveillance qui nous transmettent des données. Ce sera essentiel de parler avec eux de la gestion des futures zones protégées et de la meilleure approche à suivre. J'aimerais que tout ceci fasse la différence, ait un impact. C'est merveilleux de savoir que les données qu'on rapporte vont contribuer à la préservation et vont avoir un impact positif sur la protection marine aux Seychelles. Plus de 300 millions de tonnes de plastique seront produites cette année. La majorité de ce plastique restera à jamais sur notre planète. Notre récit montre les dégâts causés par le plastique à tous les êtres vivants qui dépendent de l'océan, des oiseaux aux humains.
Le plastique est merveilleux parce qu'il est durable. Et il est terrible parce qu'il est durable. Presque tout le plastique jamais produit est encore sur la planète, sous une forme ou une autre. Cette année, dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée. D'ici 2050, quand la population aura explosé avec 10 milliards d'habitants, la production aura triplé. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclé. Le reste finit dans notre environnement et recouvre nos terres et nos océans, comme une maladie. Les ordures jetées aux États-Unis peuvent finir en Antarctique. Le plastique dans nos eaux côtières est aspiré au centre d'immenses tourbillons, entraînés par le vent. Beaucoup de courants océaniques font dériver les déchets à la surface. En réalité, c'est un seul océan, sans frontières. L'île Lord Howe est un site de patrimoine et abrite des oiseaux marins migrateurs comme le puffin. Les oiseaux marins sont très utiles car ils agissent comme une armée de scientifiques. Ils parcourent des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan. Ils ramassent du plastique à la surface, le ramènent dans leur site de reproduction où ils le donnent à manger à leurs petits. Ceci donne énormément de données scientifiques sur son lieu de provenance, sa répartition et sa décomposition à la surface de l'océan. Le docteur Jennifer Lavers a consacré sa vie à l'étude de ce fléau pour les oiseaux. Elle surveille ces oiseaux incroyables qui parcourent des milliers de kilomètres pour se reproduire ici. Oui, l'estomac est bien rempli. Et regardez, on voit des morceaux sombres, d'autres clairs. Et voyez, si j'appuie ici, c'est totalement rigide, complètement rempli de plastique. Oh, regardez ça. Sans aucun doute, cet oiseau est mort à cause du plastique. Il en a plein les intestins. C'est d'ailleurs assez alarmant. C'est affreux. Vous voyez, du plastique de toutes les formes et couleurs. On a du bleu, du rouge. Son estomac en est rempli, et des gros morceaux. De gros morceaux tranchants. Regardez la taille de ce morceau noir. C'est un énorme morceau de plastique. Incroyable. Regardez-moi cette taille. Jen, j'ai compté 234 morceaux dans un seul oiseau. C'est un record? Malheureusement, on en est loin. Pour cette espèce, le record est de 276 bouts de plastique dans un oisillon de 90 jours. Et quand on a pesé tout ce plastique, il représentait 15% de la masse corporelle de l'oiseau. Une statistique effrayante. C'est encore pire si on le convertit chez l'humain. Pour toi et moi, ça équivaudrait à 6 ou 8 kg de plastique dans le ventre. L'équivalent de 12 pizzas dans ton estomac.
Ça fait beaucoup de plastique pour un petit oiseau. Les parents essayaient de bien faire. Il y a beaucoup de becs de calamars là-dedans et le mauve indique de l'encre de sèche. C'est juste dommage que parfois ils se trompent, avec de graves conséquences. C'est assez accablant. Je passe parfois des journées difficiles où en rentrant, je dois me demander de ce point où on en est, où allons-nous? Je viens d'une île du Pacifique, alors je sais que l'océan est en grand danger. Selon une prévision, d'ici 2050, il y aura au poids autant de plastique dans l'océan que de poissons. Tous les pays utilisent du plastique, mais il faut commencer à rationaliser cet usage. Il faut penser au recyclage, il faut arrêter d'utiliser les sacs plastiques qu'une fois. Les sacs pour les courses sont un bon exemple. Votre famille n'en a pas besoin. Emmenez plutôt un cabas et vous mettez vos courses dedans. L'équivalent d'un grand camion poubelle par minute, chaque jour, déverse son contenu de plastique dans l'océan. Il faut se regarder en face et se demander si on mérite vraiment ce magnifique océan qui nous a été confié. Dans le Pacifique occidental et central, ils font partie de la culture et c'est un secteur évalué à plusieurs milliards de dollars. On en mange partout dans le monde et on le pêche de plus en plus facilement. Est-ce que la technologie moderne sonne le glas du thon ou lui permettra-t-elle de survivre? On le pêche tous les jours dans tous les océans du monde, par dizaines, par centaines, par milliers, pour rassasier l'appétit mondial, la demande toujours plus grande. On le sert dans les restaurants branchés de toute la planète ou en boîte de conserve pour les repas des écoles. L'un des poissons les plus précieux de l'océan, le thon. Bonite, albacore, obèse, blanc ou rouge. 4,5 millions de tonnes de thon sont pêchées chaque année et près de la moitié de l'offre mondiale provient du Pacifique, centre et ouest. Un marché qui pèse 5 milliards de dollars par an, une ressource inestimable pour les dizaines de nations insulaires de cette région du monde. Mais pour combien de temps ? Les gens pensent que l'océan est un don sans fin, mais l'océan est loin d'être illimité. Les techniques modernes permettent d'attraper plus facilement les thons. Et cela menace tout un mode de vie. Le Pacifique est tellement dépendant de ses ressources de pêche, leur effondrement aurait des effets dévastateurs. Cela prendrait des décennies pour s'en relever, à compter que ce soit possible. Les pêcheries du Pacifique centre et ouest couvrent 40 millions de kilomètres carrés. Un territoire très vaste, peuplé par de petites nations insulaires qui, d'après la loi internationale, sont propriétaires du poisson jusqu'à 300 km de leurs côtes. Mais la plupart de ces pays n'ont pas les moyens de s'offrir les bateaux ou les avions qui permettraient de contrôler leurs eaux. Les zones de pêche sont donc laissées à la merci des pilleurs. 17 de ces pays font partie d'une alliance destinée à protéger leur principale ressource, le poisson. Basée aux îles Salomon, l'Agence pour les pêcheries des îles Pacifiques, une force multinationale, traque les quelques 2000 navires commerciaux qui naviguent dans la zone de juridiction des pays insulaires du Pacifique. Oh, c'est un trajet intéressant. Il n'est pas autorisé, donc il ne devrait pas tracer cette route. Ce n'est sûrement pas une trajectoire innocente. Chaque navire émet un signal, exactement comme celui des transpondeurs des avions. Signal qui permet de savoir si le bateau se déplace légalement ou non. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier bateau est exactement à 42 sur ma carte. Mais malgré tous ces efforts, ces 10 dernières années, les volumes de surpêche, légale ou illégale, ont doublé.
La bonite est encore abondante, mais le très recherché thon rouge, lui, est surexploité. Et les stocks d'albacore et de thon jaune déclinent. C'est pourquoi le programme des Nations Unies pour le développement est intervenu auprès des petits États insulaires pour mettre en place une convention de la pêche. Andrew Hudson, expert des océans auprès du programme pour le développement. La bonne nouvelle, c'est que les États insulaires du Pacifique ont pris des mesures concrètes pour améliorer leur approche de la pêche. Mettre en place des systèmes de gestion qui, s'ils les appliquent complètement, et je pense qu'ils sont capables de le faire, pourraient conduire à une exploitation durable de la pêche. Et la gestion de la pêche du thon commence par la connaissance de ce poisson. Les chercheurs du secrétariat de la communauté pacifique ont ainsi placé sur des milliers de thons des capteurs qui vont leur fournir des données importantes, comme la distance qu'ils parcourent, la vitesse à laquelle ils grandissent, ou bien la profondeur à laquelle ils se nourrissent. Des données qui permettent surtout aux scientifiques de mieux les protéger de la surpêche. Ça, c'était en 2011 et on ne le reçoit que maintenant. À ce jour, plus de 60 000 thons ont été balisés. Nulle part ailleurs que dans ces îles du Pacifique, la population n'est plus protectrice avec les poissons. C'est leur principale ressource. C'est tout un mode de vie, une culture. Sans le poisson, tout disparaît. Dans le petit village côtier de Nauru, dans les îles Salomon, ceux qui embarquent dans ce bus se rendent à l'usine de transformation de thon, Soltuna. Combien de tonnes pour aujourd'hui ? 60 tonnes. Matamaru a 25 ans. Il est l'un des 1700 habitants de l'île qui travaillent à l'usine Sol et en vivent. C'est très bien, oui. Bon nettoyage, mieux que celui-là. C'est vraiment bien. Ici, 100 tonnes de thon sont pelées, désossées, découpées, mises en boîte et emballées. Chaque jour. Cette conserverie est vraiment importante pour les gens d'ici, pour leur vie, pour leur famille et la communauté qui les entoure aussi. Nous sommes inquiets que les stocks de thon diminuent, car le travail ici dépend beaucoup des poissons que nous avons dans nos eaux. C'est ce même thon qui fournit des emplois à l'usine Sol et qui permet de conserver une petite flotte de bateaux de pêche. Ok les gars, prêts ? On y va. Le Salomon Ruby prend la mer dans l'espoir d'attraper 350 tonnes de thon listao. Salomon Émeraude, vous m'entendez ? Junior de la Verata est maître de pêche. Il a grandi dans ces îles et dirige aujourd'hui un équipage, tous des insulaires. Il nous explique que la technologie est devenue essentielle à bord. C'est plus facile maintenant quand il y a un groupe de poissons à 100 mètres. Le sonar permet de dire la densité des poissons, combien de tonnes il y a, à quelle profondeur ils sont et à quelle distance du bateau. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de repérer une large bande de thon. L'équipage se presse pour étendre les filets et remonter la prise. En quelques minutes, des centaines de thons sont sur le pont. Une rapidité, une efficacité à double tranchant. Je suis un insulaire du Pacifique moi-même. Je voudrais poser une question. La prochaine génération pourra-t-elle profiter de cette industrie comme nous le faisons ? C'est tellement facile d'attraper les poissons. C'est ce qui m'inquiète. Plus de bateaux, plus de poissons pêchés dans la mer. Le Pacifique centre et ouest reste aujourd'hui l'océan le plus généreux de la planète. Mais le risque d'épuiser les stocks de thon est là. Nous savons très bien maintenant, et l'océan nous le dit très clairement, que nous devons avoir une approche plus durable de l'exploitation de l'océan. Un message qui nous est envoyé et que nous devons entendre si les générations futures veulent pouvoir profiter, elles aussi, des richesses des océans.
C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir.